Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Qui va devoir fermer ses portes dans les départements reconfinés? La liste des commerces concernés est encore floue. Certains magasins de vêtements ont été pris d'assaut aujourd'hui, mais les coiffeurs et les fleuristes ont cette fois obtenu de rester ouverts. Et ce sont donc deux France, deux ambiances qui vont coexister à partir de demain. D'un côté, 21 millions de Français vont retrouver la fameuse attestation de déplacement. De l'autre, les taux se desserrent. Au contraire, avec couvre-feu repoussé à 19h, des régions qui ont attiré beaucoup de Parisiens ces dernières heures. Une vaccination pour ramener la confiance. Le Premier ministre a reçu sa première dose d'AstraZeneca alors que les doutes sont enfin levés sur ce vaccin, mais il sera désormais réservé à la tranche 55-75 ans. Dans ce journal, nous irons également en Corée du Sud. Là-bas, les aéroports et les magasins duty-free sans taxe organisent des vols totalement prétexte. Il suffit d'entrer quelques minutes dans les zones internationales pour pouvoir repartir les bras bien chargés. Et puis en ces temps où nous manquons d'horizon, voilà une expérience intérieure qui vous tentera peut-être. Se tremper dans une eau à 4 degrés n'est pas à la portée de tout le monde. Vous verrez qu'il faut longuement préparer son corps et son esprit. Pour un tiers des Français habitant principalement dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, c'est donc le retour de la célèbre attestation. À partir de demain, le mot reconfinement a été murmuré du bout des lèvres par l'exécutif. Nous y reviendrons dans un instant. En attendant, il va falloir à nouveau se familiariser avec ce qui va rester ouvert et ce qui va fermer. Certaines professions, comme les coiffeurs, ont eu la bonne surprise d'apprendre qu'ils allaient cette fois pouvoir continuer leur activité. Le détail avec Charles Divot et Vincent Capu. À quoi reconnaît-on un magasin jugé non essentiel? Paradoxalement, à la longueur de la file d'attente, juste devant. Moi, ça fait déjà 15 minutes que je suis là, mais je pense qu'il reste 30 minutes. Pour moi, la mode, c'est essentiel. Moi, là, je sors des cours, j'ai besoin de m'aérer l'esprit. C'est vrai que c'est indispensable, quoi. Et pourtant, reconfinement oblige, cette boutique de vêtements va fermer ses portes, un mois minimum. Alors, pour écouler les stocks, les prix y sont cassés. Aujourd'hui, c'est tout à moins 20% pour essayer de vendre les pièces qu'on ne pourra pas vendre d'ici 4 semaines à cause du confinement. Donc, par exemple, les gros manteaux que vous voyez en cuir, ce genre de choses, dans 4 semaines, je ne pourrais plus du tout le vendre. Boutique de prêt-à-porter, mais aussi magasins de décoration, de jouets ou encore les merceries, tous ces commerces vont fermer. Liste non exhaustive d'établissements qui n'auront plus que le click and collect pour vendre. En revanche, certains ont eu ce matin une bonne surprise. Les coiffeurs qui, pour la première fois, resteront ouverts malgré le confinement. On était débordés d'appels parce que nos clients ont besoin de nous. J'ai essayé de les couper moi-même, ça n'était pas évident. C'est là qu'on s'aperçoit qu'un coiffeur, on en a besoin. Ils sont donc essentiels selon le gouvernement, au même titre que les boucheries, boulangeries, opticiens, banques ou encore supermarchés, qui en plus pourront garder leurs portes ouvertes 1 heure supplémentaire. Quand je finis à 17h et que je suis à 1 heure de route, avoir une petite heure pour faire ses courses, ça fait du bien, oui. Parce qu'avant 18h, c'était un petit peu court comme créneau pour faire ses courses. Donc on sera moins les uns sur les autres. Il faudra en revanche fermer certains rayons, comme il y a 5 mois, celui des vêtements par exemple, mais pas le rayon livre. Cette fois, les librairies peuvent ouvrir leurs portes, et cela tombe bien. On a plus de temps, donc autant profiter pour lire, je trouve que c'est bien. Et là, je suis venue chercher un livre plutôt pour ma fille qui est ado. J'achète pour mon fils de 6 ans et pour moi. Donc ça commence tout petit et ça nous accompagne toute la vie, la lecture. Et puisque le télétravail est devenu plus qu'une mode, une nécessité, sachez que vous pouvez aller acheter ordinateurs et souris dans les magasins spécialisés. Eux aussi restent ouverts, tout comme les fleuristes qui, selon nos informations, devraient également bénéficier d'une dérogation. Hier soir, les Français ont aussi découvert un nouveau concept, le confiné sans enfermer. Tout est même fait, vous allez voir, pour inciter les Français à rester dehors autant que possible, sans limite de temps pour les courses et le sport. Car selon une récente étude, c'est en intérieur, au moment des repas en famille ou entre amis, mais aussi sur le lieu de travail que l'on se contamine le plus. D'où l'importance de privilégier aujourd'hui l'extérieur. Pauline Dumortier, Sébastien Ambert et Romain Reverdy. Désormais, le week-end, ils pourront se promener et courir sur la plage sans regarder leur montre. Depuis plusieurs semaines, les Dunkerquois n'avaient le droit qu'à une sortie d'1 heure dans un rayon de 5 km. Avec le nouveau confinement, le rayon passe à 10 km, mais surtout, il n'y a plus de limite dans le temps. Et la nouvelle fait des heureux. Le ciel, le soleil et la mer. Je pense que c'est mieux. On ne peut pas être contaminé
on n'est pas collés les uns aux autres, on est en plein air. Moi, je viendrais que le matin et pas l'après-midi, pour éviter trop de gens. Vous avez peur? Non, pas peur, mais je fais attention quand même. S'aérer, respirer, faut-il y voir une nouvelle stratégie du gouvernement pour enrayer l'épidémie ? Selon une étude menée sur 10 000 contaminations, seuls 5% d'entre elles se font en extérieur. Les premières victimes de cette crise, d'un point de vue professionnel, ce sont les bars et les restaurants. C'est aussi les salles de sport en intérieur. C'est tous ces lieux-là où finalement vous retirez votre masque parce que vous devez manger, vous alimenter ou vous faites un exercice physique. Et puis on a vu en milieu professionnel, c'est les bureaux partagés et les moments de restauration. Être dans la nature, faire du sport, c'est aussi un moyen de décompresser et se dépenser. Bref, oublier un instant la crise sanitaire. En pratiquant le sport, la course, ça permet d'embarquer son esprit ailleurs aussi. Et puis rejoindre quand même un petit peu de temps en temps une amie. C'est complètement indispensable, oui, pour pas broyer du noir et garder, je trouve, une bonne énergie. 3 confinements, des couvre-feux, ces restrictions ont touché les Français. Le gouvernement en a tenu compte. Les gens sont atteints au point de vue psychologique. Et ça, des études le montrent bien. Donc, on permet aux gens d'aller dehors pour justement soulager un peu l'enfermement et pallier en même temps le manque de culture, le manque de cinéma qui pourrait nous aider également, qui aider l'esprit. Des enseignements ont été tirés des précédents confinements. Ils pourraient aider petits et grands à tenir pour les 4 prochaines semaines. L'autre explication de ce choix d'un système hybride, c'est la question de l'acceptabilité d'un nouveau tour de vis. Cette dimension, elle a sans doute pesé autant que les chiffres sanitaires, surtout en Île-de-France, dans les quartiers les plus défavorisés. Un reconfinement strict à la maison, tel qu'on l'a connu, aurait été insupportable. Démonstration avec Florian Litzler et Sharif Souari. C'est désormais le seul horizon pour beaucoup d'habitants de Seine-Saint-Denis. Des tours où on s'entasse parfois. Un logement sur 4 est surpeuplé dans le département. La densité de population est l'une des plus fortes de tout le pays. Nous y croisons Céline. Elle vit dans cet immeuble avec son compagnon, ses 4 enfants, sa sœur et ses 3 neveux. Ils sont 10 dans un 4 pièces. Ce 3e confinement pour elle, c'est celui de trop. Il y a des fois, c'est très dur pour nous. On veut que ça s'arrête. C'est nu n'importe quoi. En fait, on étouffe. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce quartier populaire. Alors l'autorisation de sortir n'est pas d'un grand soulagement. Le problème, c'est qu'on reste en bas de chez nous, on ne va pas plus loin, c'est plus possible. En fait, on ne vit plus. On est dans un lieu comme une prison, en fait. Autre tour, autre quartier et autre mal-être. À la Défense, les immeubles de bureaux sont désertés. Le télétravail est devenu la règle et beaucoup de salariés commencent à en avoir assez. D'abord, on n'est pas dans une ambiance de travail et j'ai besoin de changer de lieu, de ne pas confondre le lieu où je vis et le lieu où je travaille. On a besoin d'interaction, de vie sociale et donc le télétravail, ça isole encore plus. Dans cette société d'informatique, 9 salariés sur 10 sont en télétravail. Le patron leur accorde s'il le souhaite un jour de présence par semaine. C'est la consigne du gouvernement. Selon lui, elle n'est pas adaptée. Il faudrait plus de flexibilité. Vous allez avoir des personnes qui vont être extrêmement efficaces en télétravail et d'autres qui ne voudront pas en faire. Et si vous leur dites « tu vas faire 4 jours ou 5 jours de télétravail par semaine », vous retrouverez avec des gens qui ne seront pas heureux et qui, en fin de compte, quitteront l'entreprise. Il y a ceux aussi qui ne vont plus travailler du tout. Les commerçants qui ne vendent pas des biens de première nécessité, contraints à fermer dès demain, comme dans cette boutique de lingerie. La gérante faisait appliquer les distances et gestes sanitaires. Cette décision lui semble injuste. Je trouve ça anormal. On est des petits commerçants. Je suis une petite boutique qui ne représente absolument aucun risque à tout point de vue. Enfin, parmi ceux qui profitaient d'une dernière après-midi de shopping, le retour de l'attestation dérogatoire laisse songeur. J'ai pas bien compris l'histoire de l'attestation, du fait qu'on peut sortir toute la journée. Je vois pas pourquoi on a besoin d'une attestation. Si on est contrôlé, qu'on n'a pas d'attestation, c'est l'amende. Du coup, pour éviter ça, on n'a pas le choix. Attestation sur attestation. En Île-de-France et dans les Hauts-de-France, le 3e confinement commence ce soir. Il durera au moins 4 semaines. Et parce que beaucoup, on l'a entendu, sont devenus presque allergiques à l'idée d'un retour en arrière, tous ceux qui pouvaient le faire se sont rués sur la route ce soir pour rallier les régions qui ne sont pas concernées par ces nouvelles restrictions. Dès hier soir, d'ailleurs, les trains à destination de la Bretagne et du Sud-Ouest ont été pris d'assaut. Benoît Cristal, Alix Van P et David Pires.
quitter l'Île-de-France coûte que coûte. Avec de tels bagages, on se doute qu'il s'agit d'un exil et non d'un simple week-end. Les réservations ont été multipliées par 2 auprès de la SNCF dès hier soir. Tous veulent passer les 4 prochaines semaines ailleurs. Au bord de la mer, voilà, exactement. Avec le petit chat. Avec le chat. Je retourne chez moi à Nantes du coup. Je me suis dépêchée parce que j'ai pas eu la seule à avoir cette idée du coup. C'est la première fois que je n'ai jamais pris de billet de retour avec l'aller. Face à un tel afflux de voyageurs, des voitures ont dû être ajoutées aux rames. Malgré cela, les prix s'envolent. Plus de 110 € pour un aller simple à Bordeaux, c'est 2 fois plus cher que d'habitude. Reste la solution du covoiturage, mais elle aussi est prise d'assaut durant toute la journée. Les destinations les plus demandées au départ de Paris sont Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes, avec donc une demande de réservation qui a été multipliée par 3 depuis hier soir. Résultat logique, près de 400 km de bouchons en Île-de-France dès 16 h, comme ici au sud de Paris. Tous les voyageurs ne sont pas forcément des privilégiés qui auraient une résidence secondaire. Moi, ça fait plus d'1 an que je ne travaille plus à cause de la crise sanitaire. J'ai perdu mon emploi. Donc je rejoins des amis qui ont une grande maison au milieu de la forêt, en Creuse. Si vous voulez, moi ça fait 3 fois que je ferme mon commerce, donc c'est très difficile moralement aussi bien pour moi que pour mes employés. Fatigués, certains sont partis avant l'annonce du reconfinement. Exemple ici à La Baule, où la population avait doublé l'année dernière au mois de mars. Ici, on est au grand air, il y a énormément d'espace, on rencontre peu de monde et nos enfants surtout sont beaucoup mieux ici, quoi. Ce nouvel exil inquiète naturellement quelques habitants. C'est normal si on veut, mais on a toujours peur qu'ils nous apportent le virus, quoi. Pour nous, on n'était pas trop embêtés, mais maintenant, on va peut-être avoir des problèmes. Pour éviter les déplacements interdits, les contrôles seront renforcés durant tout le week-end dans les gares et sur les routes d'Île-de-France. Et ces grands départs, ils continuent malgré le couvre-feu qui a débuté il y a maintenant 2 heures. On va retrouver Alix Van P sur l'autoroute A6 à hauteur de Fleury-en-Bière, en Seine-et-Marne. Alix, les gendarmes enchaînent les contrôles ce soir. Oui, ici au péage de Fleury-en-Bière, il y a 20 gendarmes qui ont été mobilisés pour l'occasion. Ils arrêtent toutes les voitures au péage et dès qu'ils croisent une personne qui n'a pas d'attestation valable, eh bien le véhicule est conduit derrière nous au niveau de la zone de verbalisation. Ici, chaque adulte en infraction donc est puni de 135 € d'amende pour non-respect du confinement qui est fixé à 18 h jusqu'à ce soir. Et depuis notre arrivée, il y a eu beaucoup de véhicules qui ont été conduits dans la zone de verbalisation puisqu'il y a 3 fois plus de circulation que d'habitude au péage où nous nous trouvons. Alors parmi les personnes verbalisées, nous avons croisé des familles, des couples, des jeunes qui partaient, qui voulaient quitter Paris pour le week-end ou pour plus longtemps et avec eux les gendarmes sont très clairs, ils peuvent continuer leur route au risque d'être verbalisés une nouvelle fois. Merci beaucoup Alix pour ces dernières informations et pour que la situation soit très claire. Regardez cette carte, c'est 2 France, 2 réalités si différentes. D'un côté, les 2 tiers des Français en vert, qui vont mieux respirer demain avec un couvre-feu repoussé à 19 h. De l'autre, les zones en rouge reconfinées, les Alpes-Maritimes, mais aussi les Hauts-de-France et l'Île-de-France, ainsi que la Seine-Maritime et l'Eure. Ces 2 départements normands qui se sentent, vous allez l'entendre, injustement traités au sein de leur région. Reportage Sophie Chevalreau et Alix Ponsard. L'annonce d'un confinement ne les a pas vraiment étonnés. Les habitants de Vernon, dans l'Eure, ne sont qu'à quelques centaines de mètres de l'Île-de-France. Il faut savoir que l'Eure, c'est près de Paris et beaucoup de gens habitent dans l'Eure et travaillent à Paris, donc voilà. La ville a le taux d'incidence le plus élevé du département. Une flambée fortement liée aux allers-retours quotidiens des travailleurs parisiens, nombreux à s'être récemment installés ici. C'est compliqué, nous on est dans des petits villages et on subit. Mais le nouveau confinement de 4 semaines ne s'applique pas qu'aux Vernonnais. Tout le département de l'Eure est concerné. Nous sommes ici à l'autre bout du département, loin du brassage de population avec l'Île-de-France. Ici se trouve la frontière avec le Calvados qui n'est pas concerné par le confinement. La route sur laquelle je me trouve est donc coupée en 2 et les habitants du côté de l'Eure se sentent injustement pénalisés. À 1 km 300, il n'y a pas de confinement. Non, c'est invraisemblable. On reste chez nous enfermés, quoi, pendant que nos amis qui habitent à 5 km font un peu ce qu'ils veulent. C'est juste un panneau au final. Donc non, il n'y a aucune logique du tout. En réalité, les indicateurs dans le Calvados sont moins alarmants. 174 cas pour 100 000 habitants contre 277 dans l'Eure.
Alors de l'autre côté de la frontière, l'absence de confinement et le couvre-feu à 19h font des heureux. On a de la chance de ne pas être confinés. Un peu plus de liberté, on peut faire nos courses un peu plus tard, etc. Mais chacun sait ici que le plaisir n'est souvent que de courte durée. Ouf, pour l'instant. Qui dit que dans 10 jours, on va pas être confiné aussi, quoi. Là, c'est la surprise, quoi. Le Calvados s'attend à son tour à un afflux de franciliens cherchant à échapper au confinement. Un renforcement des contrôles est déjà prévu. Revenons maintenant sur les arguments et les circonstances qui ont amené l'exécutif à prendre une telle décision. On le sait, le souhait d'Emmanuel Macron était de ne pas reconfiner, reconfinement pour lequel plaidaient au contraire Jean Castex et Olivier Véran. Que s'est-il donc passé ces derniers jours dans les couloirs de l'Élysée et de Matignon? Bastien Auger et Lucas Ajdela. Quelques secondes avant les annonces hier, le mot confinement était abandonné, jurait un proche du chef de l'État. Finalement, Jean Castex le prononce. Ces mesures de confinement, je ne sais pas quel nom il faut donner à ces mesures fortes. Et aujourd'hui, devant des journalistes, le président lui-même contredit les mots de son Premier ministre. Je crois que le mot confinement n'est pas adapté. Une confusion sémantique qui vient conclure 2 jours d'hésitation sur les mesures à prendre. Mercredi matin, quand s'ouvre le Conseil de défense, Emmanuel Macron est résigné à annoncer des restrictions. Lui qui voulait à tout prix éviter un confinement voit bien que les chiffres de l'épidémie se dégradent. Il faut agir. Le confinement le week-end dans ces 2 régions, c'est l'option basse. Jean Castex a en tête 2 hypothèses. Un confinement toute la semaine ou seulement le week-end. Mais le chef de l'État, lui, cherche une 3e voie. Le soir même, en visioconférence, il échange avec des maires d'Île-de-France inquiets et leur confie. On ne peut pas reconfiner les gens du vendredi soir au dimanche soir. C'est une vie impossible. Il faut des mesures où nos concitoyens retrouvent un peu le grand air. En coulisses, dans le même temps, les lobbies de la chasse, du surf, du golf plaident auprès du pouvoir pour sauver leurs activités. Jeudi, toute la journée, les ministres sont chargés de trouver la bonne formule, de nouvelles restrictions, mais en préservant le moral des Français. Ce sera donc un confinement allégé, mais toute la semaine. Si on voulait des effets sur la courbe, il fallait des mesures 7 jours sur 7. Même après les annonces, l'exécutif tâtonnait toujours. Hier soir, les coiffeurs par exemple devaient fermer. Ils ont appris ce matin qu'ils resteront ouverts. Signe d'un confinement décidé à contre-cœur. Et si le président a repoussé sans cesse sa prise de décision, c'est que ce mois de reconfinement, même en mode allégé, va coûter très cher. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Est-ce qu'on a eu l'idée de l'addition qui va se rajouter à cette si longue année d'épidémie? C'est toujours la même équation. Pour freiner le virus, il faut limiter nos contacts, donc nos déplacements, alors que la croissance économique se nourrit justement de contacts, pour le travail, pour la consommation. Les mesures annoncées hier soir constituent donc un compromis entre 2 objectifs contradictoires, préserver l'économie et ralentir l'épidémie. Elles devraient diminuer l'activité de 5 milliards d'euros, soit moins 0,2% sur la croissance. C'est l'équivalent d'un peu moins d'un jour de production sur une année qui va manquer à cause de la fermeture des commerces dits non essentiels dans les départements concernés. Ces mesures vont coûter aussi 1,2 milliard d'euros en aide supplémentaire de l'État, chômage partiel par exemple, s'ajoutant aux 6 milliards mensuels déjà prévus. Au total, l'État va donc aider l'économie à hauteur de 7,2 milliards par mois. C'est beaucoup, mais c'est 2 fois moins qu'au premier confinement parce que les restrictions sont moins fortes qu'alors et parce que nous nous sommes adaptés en pratiquant les achats par Internet, le télétravail. C'est l'économie sans contact. Merci beaucoup François pour ces explications si limpides. Allez, une bonne nouvelle dans tout cela. Les écoles, elles, vont rester ouvertes. Le ministre de l'Éducation a toujours présenté leur fermeture comme un ultime recours et fort heureusement, on n'y est pas encore. Seule mesure annoncée, les lycées devront à nouveau respecter une jauge de 50% d'élèves sur site. Nathalie Pellerin et Mathieu Perrault. Des écoles qui resteront ouvertes comme les collèges malgré le reconfinement. C'est un soulagement pour les parents. J'avais peur qu'on se reconfine complètement à la maison. C'est une bonne chose, c'est vraiment une très bonne chose pour le lien social, pour les enfants. Et pour les parents, évidemment, c'est plus simple à gérer. Et plus inattendu, les activités sportives dans le cadre scolaire pourront reprendre dès lundi en gymnase et même en piscine. Je voulais retourner dans des salles de sport, donc je suis super contente.
Pour les lycées, une jauge à 50% est désormais obligatoire dans les départements confinés. Elle était déjà appliquée par la majorité des établissements. On était déjà en cours un jour sur deux et ça change vraiment pas grand-chose. En prenant en compte le fait que les épreuves sont conservées, c'est sûr que c'est important de pouvoir avoir le plus de cours possible, quoi. Le ministère incite à privilégier pour les cours en présentiel les classes qui préparent le bac, première et terminale. Mais dans les faits, les établissements choisissent souvent l'équité entre les niveaux. Pour le moment, il n'y a pas urgence pour le bac, pour les examens. L'établissement et les collègues se positionnent pour donner le même temps présentiel à tous les niveaux. Éviter les fermetures, c'est une façon de limiter les décrochages. Les établissements scolaires, ce sont des sortes de communautés où tout le monde se retrouve, forme un groupe et permettre aux éléments aussi les plus fragiles de rester dans ce groupe ou d'y revenir. Depuis un an, la France fait figure de bon élève et n'a fermé ses écoles que 10 semaines au total, contre 24 en Allemagne, 30 en Italie ou 43 aux États-Unis. Et pourtant, les récents tests salivaires ont confirmé une circulation importante du virus dans les classes. Hier, le Premier ministre a également annoncé la reprise de la vaccination avec le sérum AstraZeneca après plusieurs jours de suspension. L'Agence européenne du médicament a finalement jugé que le risque de thrombose, s'il existe, était infime en regard du bénéfice de ce vaccin. Et pour essayer d'adoucir la méfiance réveillée par ce dernier épisode, vous le voyez, Jean Castex lui-même a décidé de donner de sa personne. Il a reçu une injection cet après-midi devant les caméras. Écoutez-le. Je vous félicite, je n'ai strictement rien senti, alors que je dois vous avouer que je suis un peu douillet. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des petits effets? Vous avez pris rendez-vous pour la deuxième dose? Très bien, oui, tout est prévu. Ça va très bien. Et l'objectif de cette grande opération de communication, c'est évidemment d'éviter que les Français ne rejettent ce vaccin AstraZeneca, une vaccination qui a donc pu reprendre dès aujourd'hui dans les pharmacies. Reportage Jean-Marie Bagayoko, Clément Biet et Linda Huré. Et voilà. Soulagé. C'est terminé. Enfin vacciné. Dans cette pharmacie marseillaise, les injections du sérum AstraZeneca ont repris cet après-midi. Donc je suis vraiment ravie que ça reprenne aujourd'hui. Moi, je voulais être vaccinée et puis c'est tout. Ici, après 3 jours de suspension, aucune dose n'est perdue. Ce pharmacien déplore surtout une perte de temps. On est vendredi là, donc ça fait qu'on a perdu une semaine. Voilà. On a reçu 3 flacons pour vacciner, donc on aurait pu vacciner 30 personnes depuis vendredi. Nouveau feu vert pour AstraZeneca. Merci beaucoup. Mais désormais, changement de cible. La Haute Autorité de Santé recommande ce vaccin uniquement pour les plus de 55 ans. En dessous de cet âge, quelques cas rarissimes de troubles de la coagulation, 25 sur 20 millions, sont encore à l'étude. La plupart sont des femmes entre 20 et 40 ans. Donc, il vaut mieux actuellement réserver ce vaccin aux personnes de 55 ans et plus qui n'ont aucun risque de faire ces événements. Nouvel épisode dans les aventures françaises du vaccin AstraZeneca. D'abord réservé aux moins de 65 ans, son utilisation avait été élargie sans limite d'âge. Désormais, seuls les plus de 55 ans peuvent en bénéficier. On se vaccine aujourd'hui? On se vaccine aujourd'hui. Dans ce cabinet médical, ce vaccin suscite encore quelques inquiétudes. Petite appréhension. Malgré une efficacité prouvée à 94% contre les hospitalisations. On se retrouve avec des gens qui veulent, des gens qui veulent pas, des gens qui sont encore motivés, des gens qui ont un peu lâché l'affaire parce que ça a mis un coup de frein quand même à la vaccination alors que c'était pas le bon moment, quoi. Voilà pourquoi le gouvernement tient à montrer l'exemple et relancer la campagne de vaccination. Maintenant, les Français aussi aimeraient avoir leur dose. Mais dans cette pharmacie... Alors, c'est la seule et unique dose que nous avons reçue. Voilà. On est très pressés de recevoir beaucoup plus de doses pour vacciner un maximum de patients. On a énormément de demandes. 360 000 doses AstraZeneca devaient arriver dans les pharmacies cette semaine. Finalement, elles n'arriveront que la semaine prochaine.
On évoquait tout à l'heure la difficile conciliation entre épidémie et économie. À ce sujet, je vous propose de partir en Corée du Sud où un bien curieux système a été mis au point pour sauver les aéroports et leurs magasins duty-free sans taxe. Les compagnies aériennes organisent des vols totalement prétexte pour permettre aux Coréens de se profiter de séances de shopping en altitude. Et ce ne sont pas les considérations écologiques qui gâcheront leur plaisir. Constantin Simon, So Jong-li et Donick Kim sur place. L'embarquement commence à 13h30 à la porte 8. Gardez bien 1 mètre de distance, merci. Choi a acheté un billet pour nulle part. Son petit plaisir aujourd'hui, 2 heures de vol, une orgie de shopping, puis retour à la case départ. Je suis tellement excité. Le fait de prendre réellement un avion, j'arrive à peine à y croire. La destination de ses rêves, la voici. Le royaume du duty-free. À cause du manque de clients, les magasins de l'aéroport veulent écouler leur stock. Les prix, déjà non taxés, ont été encore réduits. J'ai pris du whisky, des vêtements et des cosmétiques. Covid oblige, les passagers font leurs achats en ligne, puis viennent simplement les récupérer. Le masque est obligatoire sur tout le trajet. Chacun peut acheter jusqu'à 500 € de produits détaxés, pour un billet d'avion fixé au prix attractif de 80 €. Résultat, le vol est plein. Et les valises déjà pleines de courses. Un vol pour les accros au shopping. Cette dame en est à son 3e voyage. Je viens de m'acheter une solution bénéfique pour les yeux. Je prends ce vol pour me soulager du stress actuel dû à la crise. Ça fait du bien de faire un peu de shopping à petit prix. C'est génial. L'avion quitte l'espace aérien sud-coréen pour pénétrer quelques minutes dans une zone internationale. C'est l'astuce pour ne pas payer de taxes. Et c'est reparti pour la boulimie des achats. Parfums, crème de beauté, bijoux, portefeuille. Tout est fait pour que les passagers consomment un maximum. Il y a même une tombola. Aujourd'hui, on offre un billet aller-retour. Bravo, chanceux! En général, ce vol détaxé est toujours quasi plein. C'est comme ça depuis qu'on a lancé ce nouveau service. Ce n'est pas un vrai voyage, mais au moins les passagers peuvent revivre l'expérience d'un voyage en avion en venant à l'aéroport et en achetant des produits détaxés. Depuis décembre, 6 compagnies sud-coréennes proposent ce service. Argument avancé, elles sont au bord de la faillite et veulent préserver leurs emplois. Pour les passagers, qu'importe le bilan carbone, la détente n'a pas de prix. On ne se connaît pas, mais ça fait plusieurs fois que l'on se croise à l'aéroport. Le monde est si petit. Je serai le premier à visiter Paris, dès qu'on aura le droit de voyager à nouveau. À l'arrivée, ces passagers officiellement internationaux sont les seuls exemptés de quatorzaine. Au revoir. J'ai une bouteille de whisky pour mes parents. Maintenant, je rentre chez moi et je peux vous assurer qu'on va tous passer un bon moment ensemble. Et surtout, ne pas penser aux 5 tonnes de CO2 émis par ce vol. L'expérience populaire en Corée du Sud sera prolongée jusqu'en décembre. Revenons maintenant en France où le secteur de la bière souffre évidemment de la fermeture des bars et des restaurants. On pense souvent aux brasseurs eux-mêmes, mais vous allez voir que c'est en fait toute une filière qui est quasiment à l'arrêt. Tiffaine Leproux, Thierry Marquez et Bruno Poiseuil. Au pied des montagnes savoyardes, cette brasserie est une institution. 10 recettes, 30 références de bière. Mais depuis mars dernier, la production est au ralenti. L'entrepôt n'a jamais été aussi plein. Donc là, c'est le stockage. C'est des fûts qui vont être périmés courant du mois de juin, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les vendre à partir du mois de mai, et c'est le cas de la quasi-totalité de ce que vous avez ici. Des invendus à perte de vue. 150 000 litres stockés et bientôt jetés. À l'intérieur de ces fûts, la bière s'oxyde et perd en qualité. Un crève-cœur pour ce brasseur, mais il n'a pas d'autre choix. Bars et restaurants sont fermés, c'est 50% de son activité. Restent ses autres clients, notamment les supermarchés. 21-12-2022, ceux-là, on a encore un petit peu de temps pour les boire. Les chaînes d'embouteillage continuent de tourner, mais insuffisamment pour maintenir l'ensemble des salariés en activité. 15 sur 50 ont été mis au chômage partiel. Ici, d'habitude, ça grouille de personnel. On travaille le jour, on travaille la nuit.
parce que c'est la grosse saison pour nous, on a les touristes dans nos montagnes. Là, vous pouvez voir que ça travaille, mais doucement, entre guillemets. En France, 70% des brasseries sont touchées par la crise. Et c'est toute la filière qui est frappée. Direction l'Alsace. Cette usine est la dernière en France à fabriquer des cuves permettant de brasser la bière. En quelques mois, elle a perdu le quart de ses commandes. On est aujourd'hui 4 principaux fournisseurs de cuves de fermentation en brasserie dans le monde. Donc forcément, s'il y a moins de projets, tout le monde est dessus. Et il y a une bagarre qui s'engage et qui fait que les prix fondent comme neige au soleil. Des cuves dans lesquelles les brasseurs mélangent de l'eau, de l'orge, mais aussi du houblon. Cette plante très odorante qui donne à la bière son amertume. C'est stupéfiant. À 60 km plus à l'est, cette coopérative alsacienne de houblon fournit habituellement des milliers de brasseries dans toute la France. Aujourd'hui, cet exploitant se retrouve avec tous ses stocks sur les bras, du jamais vu en 10 ans. C'est pas parce que j'ai été confiné pendant 2 mois, 3 mois ou 6 mois que dès que le confinement va être arrêté, je vais me mettre à boire tout ce que j'ai pas bu pendant le confinement en termes de bière. Les bières pas bues ne seront pas bues. Et donc un houblon pas brassé ne sera pas brassé. Pas brassé et même détruit. Dans quelques mois, la qualité de ces houblons se sera dégradée. Ils ne pourront plus être exploités. Et alors que l'épidémie n'a pas toujours été synonyme de baisse des prix dans l'immobilier, voici un moyen qui peut au moins vous permettre d'acheter plus éco-responsable. Les promoteurs rénovent de plus en plus de vieux immeubles avec évidemment le respect des nouvelles normes. C'est beaucoup moins polluant que de bâtir du neuf. Manon Monnier, Xavier Baumel, Nick Ressman et Sébastien Gersch. Partir d'un bâtiment HLM des années 50 pour en faire des logements neufs. Ces artisans créent une loggia, un balcon couvert. Le but, créer plus de lumière dans le futur appartement. Par exemple, on aura une création d'ouverture pour avoir un accès du logement au loggia. Il faut travailler en harmonie avec le bâtiment déjà existant. Ouais, la difficulté, c'est ça, c'est surtout s'adapter au maximum tous les jours. Parce que la réhabilitation, c'est beaucoup de surprises. Depuis 1 an, dans le centre-ville de Nantes, 4 immeubles sont en rénovation. C'est inédit, les murs restent, mais les 20 entreprises d'artisans devront tout remettre aux normes. Le plancher, on revient mettre une sous-couche acoustique avec une plaque de Fermacell pour refaire vraiment un plancher acoustique complet. Pour chacun, c'est une nouveauté. Normalement, ils construisent du neuf. On essaye de tout anticiper. Mais pendant le curage, la démolition, on découvre toujours des choses. Les notes de calcul sont compliquées à fournir sur du bâtiment existant. Les épaisseurs de plancher, les épaisseurs des murs. Donc c'est toujours une adaptation du système sur le bâtiment. Des contraintes qui ont un coût. Ici, la réhabilitation est quasiment aussi élevée que la construction neuve, avec 1 175 € par mètre carré pour une rénovation, contre 1 450 pour du neuf. L'argument du projet n'est pas financier, mais écologique. Écologiquement parlant, c'est très bon puisqu'on n'a pas démoli en fait les bâtiments, on n'a pas retraité les déchets, on est resté sur l'existant. On sait pertinemment que le béton consomme et dégage énormément en fait de gaz carbonique lors de sa fabrication. Selon l'agence de transition écologique, les immeubles neufs sont 80 fois plus consommateurs de matériaux que ceux réhabilités. Au-delà de l'environnement, cet ensemble immobilier a aussi une valeur de mémoire dans le quartier. Ces bâtiments, ils sont typiques de la reconstruction, de l'architecture d'après-guerre. C'est très intéressant parce qu'on est sur un parc habité. Et ça, c'est de plus en plus rare. Et c'est aujourd'hui ce qu'on essaye de faire en général dans l'urbanisme nouveau. Ce projet est aussi social. Il a été confié à une coopérative immobilière pour rendre l'acquisition accessible à tous les ménages. 66% sont donc des acquéreurs employés, ouvriers ou fonctionnaires. Faire en sorte effectivement que chacun trouve un toit, parce que c'est d'abord la légitimité pour pouvoir avoir accès à tout, avoir un emploi, avoir effectivement une vie sociale. Beaucoup de gens ont tendance à vouloir partir à 20 ou 30 km, et là ça crée d'autres problèmes, l'environnement, pour les écoles, pour les transports. Plus éco-responsables, ces bâtiments incarnent peut-être l'urbanisme de demain. Faire du neuf avec du vieux, c'est un peu recycler à grande échelle.
Et dans le choix d'un appartement, la tranquillité est un argument essentiel, surtout pour ceux qui ont du mal à s'endormir. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui la journée internationale du sommeil. Le sommeil qui est un problème pour 45% de nos concitoyens. Alors voilà qui ne réglera pas tous vos soucis, mais qui peut contribuer à vous mettre en condition. Le pyjama est de retour. Marie Croxel et Hélène Massiot. Bonjour. Bonjour. Signe des temps, notre interlocutrice nous accueille en pyjama. Vêtements de nuit promu incontournable pièce de mode. Cette jeune créatrice a même l'ambition de le faire sortir dans la rue. Je trouve qu'avec un imprimé léopard par exemple, hop, il suffit d'enfiler son jean et un gros pull et pas de problème, on peut aller acheter sa baguette de pain sans avoir l'air d'être en pyjama. La marque, créée juste avant le premier confinement, a vu ses ventes décoller. Plus de 700 pièces entre novembre et décembre dernier. Mais si les stars américaines n'hésitent pas à arpenter les tapis rouges dans leurs plus beaux pyjamas, vous, seriez-vous prêt à franchir le cap? Pas du tout. C'est un vêtement fonctionnel pour la nuit, pas plus. Peut-être pas avec le mien qui est quand même assez coloré, avec des fleurs, etc. Mais ça ne me gênerait pas de le faire si besoin. Le pyjama en extérieur, c'est en fait un retour aux origines. Au début du XXe siècle, les colons britanniques rapportent des Indes ce vêtement ample alors réservé aux hommes. Mais assez rapidement, ce sont les femmes qui s'en sont emparées parce qu'elles trouvaient dans la texture, dans la forme, une forme de pantalon qui n'avait pas ce côté un peu brutal et masculin. C'est entre autres Gabrielle Chanel qui en a fait ce vêtement que portaient les femmes élégantes à la plage. Fini la chemise de nuit, le pyjama triomphe même à Hollywood. Version élégante à la Cary Grant ou totalement déprimante avec Bridget Jones. À la faveur du confinement, il signe un retour en force dans toutes les enseignes de lingerie, des pyjamas nouvelle génération. Des vêtements comme cela, qu'on va pouvoir vraiment facilement porter à la maison et on sera tout autant présentable du coup si on a une visioconférence éventuellement. On l'aura compris, deux critères, confort et élégance. Cette cliente vient faire le plein pour ses petites filles. Elles sont tout le temps avec le pyjama enfin, cette tenue-là, elles adorent. Rassurez-vous, aussi élégant soit-il, vous avez encore le droit de dormir avec votre pyjama. On va quitter le mode cocon pour se faire un peu violence. Une expérience a priori éprouvante pour le corps, mais qui est décrite par ses adeptes comme profondément enrichissante. Pour profiter des vertus du froid, certains n'hésitent pas à se plonger dans une eau glaciale. Et cela demande un petit entraînement en démonstration avec Guillaume Frixon et Patrick Delanne. Ils ont découvert des capacités insoupçonnées de leur corps et de leur mental. Jeunes ou moins jeunes, sportifs ou non, ils ont tous dépassé leurs limites et leurs a priori. Car savoir affronter le froid, c'est pouvoir à terme stimuler son organisme, son système immunitaire et faire le plein d'énergie. Un cocktail tout simplement étonnant. Yes, bravo. Sourire, sort. Yes. Bien les mecs. Mais pour en arriver là, 2 heures de préparation ont été nécessaires. Des petits exercices de relaxation et surtout de respiration. Au ventre. Intercostal, poitrine et expire. Pour ce stage de découverte, c'est Leonardo qui va leur faire découvrir la Wim Hof méthode, du nom de son inventeur. On avance les épaules, on expire. Plusieurs phases vont se succéder, de l'hyperventilation pour accumuler le maximum d'oxygène dans le sang et des apnées régulières. Et on bloque l'air dans la poitrine, 15 secondes. Très rapidement, on sent un changement de... On n'a pas l'habitude. Moi, j'ai pas cette habitude-là. J'ai pas vécu ça et je reste surpris. Alors, grâce à la respiration contrôlée, à la volonté et à la relaxation, l'approche du froid peut débuter. Comme les organes vitaux sont ici et les mains se refroidissent aussi, on les met comme ça, on protège les corps et en fait, comme ça, on peut continuer très longtemps. Ici, à 1200 mètres d'altitude, la température extérieure est de -1 degré. Pour leur premier pas vers une sensation surprenante. Je pensais pas, mais je maîtrise. Comment vous sentez-vous? Libérée, libre, enfin, bien dans mon corps, bien dans ma tête. C'est là qu'on voit que le corps humain, il peut aller chercher bien plus loin. Et on est bien là. Je suis sûr que je suis mieux que le caméraman qui est habillé. À présent, le groupe va pouvoir tenter l'épreuve ultime. Et pour cela, direction le lac des Graves à 700 mètres d'altitude.
Mais avant d'arriver à mettre un pied dans l'eau, nouvelle session d'exercice plus intensif. Une vingtaine de minutes supplémentaires, avec notamment des pompes en apnée pour préparer le corps à l'effort à venir. Karim Lagouag est champion olympique en titre d'équitation. Avec ses entraîneurs de l'équipe de France, il est venu ici pour repousser ses limites mentales et physiques. La respiration, c'est une des clés de la performance. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se baser. Ça vous met le corps et l'esprit dans un état que vous pouvez maîtriser enfin. Voilà, c'est ça, vous pouvez maîtriser vos émotions, vous pouvez maîtriser le stress. Voilà, c'est ça. Ainsi préparé et déterminé, chacun va pouvoir découvrir l'immersion dans une eau glacée. Yes. Oh la vache. Ça secoue. Ah, c'est pas facile quand même. C'est un vrai dépassement de soi, je vous le dis. C'est quelque chose de partager ça avec mes amis. C'est top. Anne-Claire, maintenant que j'ai réussi à le faire, vous n'avez plus d'autre choix que de venir essayer ici dans le Cantal, à vous immerger dans une eau à combien ? 4 degrés. 4 degrés. On vous attend. Et vous savez, mon cher Guillaume, que les Bretons, comme les Auvergnats, ont la tête dure. Ne me tentez pas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et puisqu'on parle de défis, restez avec nous tout de suite. Koh-Lanta, présenté par Denis Brognard sur LCI Canal 26. Un documentaire ce soir consacré à Nordal-Lelandais. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI Canal 26.